avec un score de 93,7% à la tête de la Guinée équatoriale. C'est ce qui ressort des résultats provisoires rendus publics ce jeudi par la commission électorale. En Tunisie, 46 organisations tunisiennes et internationales ont donné de la voix ce jeudi. Pour elles, la lutte antiterroriste est compatible avec le respect des droits de l'homme. Enfin, la dépouille de Papa Wemba, le roi de la SAP et de la rumba congolaise, est arrivée ce jeudi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Sika. En Guinée équatoriale, le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema au pouvoir depuis 1979 a été réélu avec un score de 93,7% à l'élection présidentielle du 24 avril. C'est ce qui ressort des résultats provisoires rendus publics ce jeudi par la Commission électorale nationale. Teodoro Obiang Nguema demeure le président de la Guinée équatoriale. Au pouvoir depuis 1979, le candidat d'une coalition de 10 partis, dont le Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir, rempile à la tête du pays pour un nouveau mandat avec 93,7% des suffrages exprimés à l'issue de l'élection présidentielle du 24 avril. Un score qui le place très loin devant les opposants Bonaventura Assoumou du parti de la coalition social-démocrate et Avelino Merenga de l'Union du centre-droit, crédités chacun de 1,5% des voix, selon le président de la commission électorale qui reconnaît cependant que ces résultats révèlent des anomalies. Dans certaines localités, en effet, le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Une situation qui s'explique, selon le président de la commission électorale, par le fait que des électeurs ont sans doute voyagé le jour du scrutin et ont voté dans des centres de vote différents de ceux où ils étaient inscrits. Au total, 332 040 électeurs étaient enregistrés sur les listes électorales et le taux de participation officielle est estimé à 93,7%. Notons qu'à la dernière présidentielle en 2009, le président Teodoro Obiang Nguema avait obtenu 95,37% des suffrages selon les résultats officiels. Il est le doyen des chefs d'État africains par la longévité au pouvoir. En bref et en image, au Libéria, l'opposant et ex-star du football international George Weah a affirmé ce jeudi être certain de remporter l'élection présidentielle de 2017 quelques heures avant d'annoncer officiellement sa candidature devant ses partisans. George Oppong Weah, 49 ans, a déjà été candidat à la présidentielle de 2005, battu par Ellen Johnson Sirleaf, puis de nouveau en 2011 en tant que prétendant à la vice-présidence sur un ticket présidentiel. Mais la présidente Ellen Sirleaf ne pouvant se représenter en 2017, il devrait affronter son vice-président Joseph Boakai, 71 ans. Très populaire dans son pays, George Weah a remporté son premier mandat électif en décembre 2014 en devenant sénateur de la province du Monterrado, la plus peuplée du pays où est issue la capitale Monrovia, distançant très largement Robert Sirleaf, un des fils de la présidente. En Gambie, le parti au pouvoir et les formations d'opposition se sont engagés à des activités politiques pacifiques et à la tenue d'élections libres dans un communiqué conjoint. Et ceci alors qu'une trentaine d'opposants étaient toujours détenus à la suite de manifestations. Le communiqué, signé en présence de diplomates, a été publié à l'issue d'une rencontre à huis clos le 22 avril à Banjul entre représentants de ces formations regroupés au sein d'un comité multipartite. Les partis signataires prévoient également de créer une structure spéciale au sein du comité chargé d'engager le dialogue avec toutes les autorités civiles et de sécurité pour résoudre les tensions politiques actuelles et prévenir de futures tensions. Cette annonce intervient alors que 37 personnes, dont le chef de l'UDP, Ousseini Darbo, parti d'opposition, sont jugées à Banjul pour 6 chefs d'accusation, dont rassemblement illégal et incitation à la violence. Selon un opposant signataire du comité multipartite,
tentera également d'obtenir l'abandon par le parquet des poursuites contre des membres de l'UDP. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit en Côte d'Ivoire. La cour d'assises d'Abidjan jugera au mois de mai ou juin Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, pour crime contre l'humanité, a-t-on appris jeudi de sources judiciaires. Selon cette source, la session d'assises durant laquelle elle comparaîtra s'ouvrira le 9 mai et durera 2 mois. Mais, a-t-elle précisé, les débats la concernant vont être programmés beaucoup plus tard, probablement vers la fin du mois de mai. Pour rappel, la Cour de cassation ivoirienne a rejeté le 21 avril le pourvoi de Simone Gbagbo, ouvrant définitivement la voie à son procès pour crime contre l'humanité et crime de sang. Épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, actuellement jugé à La Haye par la Cour pénale internationale. Elle a été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Elle est actuellement incarcérée à Abidjan. Les Nations Unies somment les autorités sénégalaises de permettre à Bibo Bourgui, l'un des co-accusés de l'affaire Karim Wade, de se rendre en France pour se soigner. Bibo Bourgui, qui a été condamné en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 5 ans de prison, a en effet de graves problèmes cardiaques. Ses avocats ont fourni plusieurs documents médicaux attestant qu'Ibrahim Aboubakil, de son vrai nom, ne pouvait être soigné au Sénégal. Voilà pourquoi, il y a 2 semaines, la commission d'arbitrage des Nations Unies sur le droit commercial international a demandé à l'État sénégalais de le laisser se rendre en France pour raison de santé, une demande jugée scandaleuse par le garde des Sceaux sénégalais. Mesdames, Messieurs, je l'annonçais en titre, en Tunisie, lors du lancement d'une campagne destinée à sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de respecter l'état de droit, 46 organisations tunisiennes et internationales ont affirmé ce jeudi que la lutte antiterroriste est bien compatible avec le respect des droits de l'homme. Reportage. Parmi les participants à cette campagne intitulée « Non au terrorisme, oui aux droits de l'homme », est destinée à sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de respecter l'état de droit, figure la Ligue tunisienne des droits de l'homme et le syndicat UGTT, lauréat du prix Nobel de la paix 2015, ainsi que l'ONG Human Rights Watch et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. C'est une campagne destinée à l'opinion publique. On ne s'adresse pas vraiment aux décideurs, on s'adresse à l'opinion publique parce que c'est elle qui doit prendre conscience que si on permet des abus et des violations massives et graves des droits de l'homme, même dans le cadre de la lutte antiterroriste, eh ben, la prochaine cible, les prochaines victimes vont être les citoyens normaux, les citoyens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. La lutte antiterroriste et le respect des droits de l'homme sont parfaitement compatibles. Au contraire, on peut dire que les droits de l'homme peuvent aider à plus d'efficacité. Parce les droits de l'homme, c'est un système souple qui permet d'appliquer les droits et les libertés selon la situation, selon la situation concrète que vit un pays. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Dans le cadre de cette campagne, une lettre ouverte aux Tunisiens expliquant notamment que sacrifier les droits humains nourrit le terrorisme doit être diffusée par toutes les organisations participantes. Des comptes ont également été créés sur les réseaux sociaux pour, entre autres, diffuser de courts spots vidéo mettant en scène des personnes victimes d'abus dans le cadre de la lutte antiterroriste. La dépouille de Papa Wemba, le roi de la SAP et de la rumba congolaise, est arrivée ce jeudi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des officiels et une foule immense en larmes étaient venus l'accueillir. L'ambiance qui a prévalu à travers cet élément. L'Airbus A320 de la compagnie aérienne Congo Airways a atterri à 8h35 GMT à l'aéroport de Ndili, amenant le corps du musicien décédé brusquement dimanche lors d'un concert à Abidjan. Le Premier ministre congolais, Augustin Matata Poyo, et le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, étaient présents à la descente d'avion du cercueil blanc recouvert du drapeau de la RDC et suivi par un prêtre catholique. Officiel, membres de famille, fans, chefs coutumiers et autres admirateurs de l'icône de la rumba congolaise étaient au rendez-vous du musicien originaire de la province de Sankuru, dans le centre de la RDC. Des adeptes de la SAP, entendez, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, mouvement dont Papa Wemba a été l'un des initiateurs dans les années 70 et élevé au rang de religion par ses partisans, vêtus majoritairement en noir, était visible. Le cortège mortuaire a pris la direction de l'hôpital du Cinquantenaire où le corps sera conservé avant un hommage populaire prévu lundi.
L'inhumation est prévue mardi près de Kinshasa. Des échauffourées ont éclaté jeudi matin entre forces de l'ordre et manifestants près de Paris, à Nantes, Rennes ou encore Lyon, dans le cadre de la journée de mobilisation contre la loi travail. Des affrontements ont également eu lieu dans le centre de Marseille. Pour les manifestations, il s'agit de lutter pour éviter l'avènement d'une norme plus corsée pour surtout les jeunes chômeurs. Reportage. En banlieue parisienne, entre 60 et 100 jeunes qualifiés d'anarchistes par la police s'étaient regroupés vers 6h30 pour tenter de bloquer le plus important port fluvial de la région parisienne. Ils ont incendié des pneus avant de prendre le métro en direction de Saint-Denis pour essayer cette fois de bloquer le dépôt de bus selon la police. C'est là qu'ont éclaté les échauffourées qui ont débouché sur 2 gardes à vue, une pour violence et l'autre pour port d'un couteau, selon une source policière. Un membre des forces de l'ordre a été légèrement blessé. À Nantes, un groupe de manifestants a lancé divers projectiles en direction des forces de l'ordre qui bloquaient les accès au centre-ville à l'aide d'un camion lanceur d'eau et ont répliqué avec des grenades lacrymogènes. À Rennes, des affrontements ont éclaté quand des jeunes ont tenté de gagner le centre historique bloqué par les forces de l'ordre après la dispersion de la manifestation contre la loi du travail qui s'est déroulée dans le calme. À Lyon, quelques 150 jeunes qui progressaient vers le centre-ville dans la matinée ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre selon la préfecture. Les policiers ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. En somme, dans toutes les grandes villes de France, les jeunes manifestent contre cette loi. On descend dans la rue pour faire entendre au gouvernement qu'on ne veut pas de la loi travail qui reprend encore la plupart des demandes du MEDEF et qui risque de rendre la situation des salariés, jeunes, vieux, en activité ou chômeurs, encore plus invivable en permettant aux patrons de modifier le code du travail quasiment à leur guise dans des règlements d'entreprise. Quand on n'a pas de travail, on n'a plus rien à perdre. Quand dans le frigo il y a des appels d'air, en fait, on sort, on parle, on le dit, donc en fait ça va s'intensifier, je l'espère bien en fait. Dans la capitale, où la manifestation contre la loi du travail devrait avoir lieu, les organisations lycéennes et estudiantiles n'avaient pas prévu d'action particulière en matinée. Au total, plus de 50 000 personnes ont manifesté en France, hors Paris, contre le projet de loi travail et des échauffourées ont éclaté dans plusieurs villes jeudi, journée test, pour mesurer la détermination des opposants au test après 2 mois de contestation. Le ministre français de l'Intérieur a condamné les casses survenues au cours de ces manifestations. En Autriche, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'adressant à la représentation nationale, s'est dit préoccupé par l'adoption en Europe des politiques de plus en plus restrictives concernant les migrants. C'était ce jeudi à l'occasion d'un discours devant le Parlement autrichien. Quelques temps forts de son intervention. Après la guerre de Corée, ma famille, mes parents ont dû s'enfuir et s'isoler dans les montagnes. Les enfants des réfugiés d'aujourd'hui sont pris dans la plus grosse crise migratoire de notre époque. Je suis préoccupé par le fait que les pays européens adoptent aujourd'hui des politiques de plus en plus restrictives concernant l'immigration et les réfugiés. De telles politiques et mesures ont un effet négatif sur les obligations des États membres envers les lois humanitaires internationales et européennes. Je m'alarme de la montée de la xénophobie ici, en Autriche et ailleurs. Tous les leaders européens doivent honorer les principes qui guident ce continent. La division et la marginalisation blessent les individus et ébranlent la sécurité. Voilà qui met un terme à cette édition que nous remercions d'avoir suivi. Très bonne nuit à chacun et à tous.